Perso, c'est l'album d'Assassin que je préfère. Aussi bien sur la texture de l'œuvre que sur ce que ça me rappelle. Comme période. Voilà, la période où tu as une énergie, à la fois une énergie de ouf, tu vois, vraiment ah bah oui, dingue. C'est clair que les flows, les voilà, textes... dingue. Et en même temps, on est tiraillé avec ce truc aussi où, comme je te le disais tout à l'heure, on va arriver tout doucement à une période où l'histoire va imploser. Et bah justement, on va en parler. Donc entre-temps, vous faites pas mal de choses. Donc il y a le maxi Non à cette éducation, vous passez sur le film Métis aussi, avec La peur du métissage, le film de Mathieu Kassovitz. Enfin voilà, vous faites pas mal de choses. Et là, donc c'est la période où Solo et DJ Clyde aussi d'ailleurs vont quitter le groupe tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, de ce que tu peux dire, hein, bien sûr, parce que tu peux pas parler. Mais voilà, de ton point de vue, si tu peux nous parler un peu de cette période. Clyde a quitté le groupe, lui, en premier, en juin 93. D'accord. Pas d'une très très belle manière, mais bon, on n'est pas... Avec le recul, personne n'est parfait. Bien donc, sûr. Ça devait pas être facile pour lui aussi, donc il l'a peut-être pas fait du mieux qu'il aurait pu le faire. Il nous a laissé, il a laissé le groupe on répétait en fait pour l'Olympia on a fait un concert, Assassin a fait un concert à l'Olympia en juin 93. D'accord. Et donc on était dans les répétitions pour cette date. Ok. Et Clyde nous a quittés en pleine répétition du jour au lendemain. Ah ok, d'accord. Pour l'histoire, je t'en prie. Solo a appelé Dynasty. D'accord. Et Dynasty est venu au pied levé et je crois qu'il a assuré la date avec nous. Il a... Lourd. Ouais, lourd, super lourd. Surtout, ce que j'allais te dire, c'est qu'en même pas 10 ou 15 jours de répète, il a tout... Il était à l'aise déjà. Okay. Il a tout assimilé, les cuts, les machins, les scratchs. Bon, après, il a amené ses trucs aussi à lui, mais il a... Je veux dire, il faut le faire quand même. Bien sûr, ah bah oui, non, c'est revenir comme ça, bien sûr. Donc voilà, donc Clyde est parti en juin 93... Non, ouais, mai-juin 93, avant l'Olympia. D'accord. Et Solo, lui, nous a quittés en 94. D'accord. Donc à peu près 6 mois après, en janvier 94, après un concert qu'on avait fait au profit des Restos du Cœur. Ok. Je sais plus comment ça s'appelait ce festival. C'était un festival... je me demande si c'était pas le festival T'as pas 100 balles. Ok, d'accord. Un truc comme ça, et qui était fait au profit des Restos du Cœur. Et nous, on avait joué... Assassin avait joué dans ce truc-là, mais on avait publié un texte, tu vois, pour te dire quand même... On avait... Ok. Parce que tout le monde... nous, on avait nos réserves sur les Restos du Cœur. D'accord. Vous vous méfiez un petit peu de ça On disait que, bon... Enfin, tu vois, que c'est surtout pas une solution. Parce que, bon, bon, faut se replacer à l'époque. Hein. Il y a 30 ans, on n'avait pas le regard. Enfin, le kidam moyen n'avait pas le regard sur les Restos du Cœur qu'on a aujourd'hui, où on sait... D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle plus les enfoirés que les Restos du Cœur. mais à l'époque, si tu veux, les gens trouvaient ça magnifique. Et nous, on disait que non, ça avait certaines limites. Ok, on est là, on va jouer, ça va permettre de distribuer des repas. Et donc, on avait fait tout un texte qui avait été publié dans Rock & Folk. D'accord. Pour justement affirmer notre position claire et nette là-dessus, qu'on n'était pas du tout sur la ligne, les Restos du Cœur, c'est super. D'accord. Mais à l'époque, on était... ça nous a coûté beaucoup, d'ailleurs. On était très rugueux. Très, très rugueux. Dans la forme, dans le fonctionnement. Je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, quand il a fallu imposer le fait qu'on relise nos interviews avant publication, je peux te dire que déjà, ça, c'était... J'imagine. Voilà, ça c'était... Voilà. Il y avait ce truc où on était ultra... méfiant, contrôleur,
de l'image, Je vois. des limites, dans un discours et une attitude intransigeante, limite sectaire. Mhm. Ok. Voilà, ça, bah, après c'est comme ça. Hein, on faisait le truc pour de vrai, nous. Voilà. Non, mais ça va souvent avec la jeunesse, hein, de toute façon. Hein, Ouais, plus puis, je te dis, nous on le faisait pour de vrai, parce qu'à Bien côté, sûr. t'en avais d'autres qui se drapaient un peu là-dedans, mais en réalité n'étaient là que pour devenir les nouveaux. C'est ça. Les nouveaux Bruel ou Johnny Ah, Hallyday. Dans le fond, tu vois, dans le fond, quand tu regardes certains de cette génération-là, ce qu'ils sont devenus, c'est des people, quoi, maintenant. Bon, il n'y a plus rien de... Tout à fait. Voilà. Donc nous, on le faisait vraiment pour de vrai à l'époque. D'accord. Et Solo, ouais, donc Solo aussi nous a quittés, ouais, comme je te disais, janvier 94. Ce Alors les soir-là. deux pour des raisons, les deux pour des raisons un peu différentes. D'accord. Mais on va dire que finalement le noyau et le truc un peu atomique de cette histoire, c'était quand même la personnalité de Squat, D'accord. qui, pour des raisons différentes, posait des problèmes à l'un et à l'autre. D'accord. Il y avait des... Parce que je sais que tu t'étais exprimé une fois dans une interview où tu avais dit qu'il y avait des, entre guillemets, des guerres de pouvoir un peu dans le groupe. C'est des trucs d'ego, quoi. C'est des trucs, voilà. Ok, d'accord, voilà. Mais dans des champs différents. C'est-à-dire que Solo n'a pas la même histoire dans Assassin que Clyde. Mhm. Donc ça peut pas être La les même mêmes chose. paramètres. Tout à fait. Ok, Voilà. d'accord. L'histoire de Squat et Solo est différente de l'histoire de Squat et Et Clyde. Clyde. Ok, bah écoute, c'est important de le dire. Bon, on les salue très fort, hein, de toute façon, parce que moi j'aimais beaucoup les couplets de Solo, même s'il n'était pas sur tous les morceaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Vraiment, Ouais, c'est quelqu'un qui. Ouais, il a un vrai truc, et Ah puis ouais. c'est un vrai mec. Et puis dans le truc du hip-hop en France, le mec est là depuis le début, donc il a tout vu. C'est la première star un peu. Ouais, il a tout connu, il a de cette histoire-là, donc il a été au centre de beaucoup de choses, et encore aujourd'hui, il est encore actif. Donc, c'est clair, ouais. non, franchement, gros big up à Solo et à DJ Clyde aussi, grand talent vraiment. Du coup, je te remercie Madj sur cette période. On va attaquer la suite, du coup on va parler de l'homicide volontaire, donc, qui sort en 95 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc on sent vraiment la patte de Dr. L dessus. On va en reparler un petit peu de Dr. L plus en détail après. Cet album-là, il est enregistré et mixé à Los Angeles, c'est bien ça ? Ouais. D'accord. Donc il y a aussi Nancy Fletcher dessus. Enfin voilà, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup musicalement, avec les voix qu'il y a derrière. Il y a également des featuring pour la première fois. Il y en avait pas eu avant. Donc il y a Ekwe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la rencontre avec Ekwe ? Comment ça se fait qu'il se retrouve sur le projet ? Ekwe, la première fois qu'on l'a croisé, c'était en 93. Ok. Dans un concert qu'on faisait pour la tournée. On avait fait une tournée on avait commencé une tournée qui a été avortée pour Le futur que nous réserve-t-il. Ok. Donc qui était la première tournée d'Assassin finalement. D'accord. Et donc elle a été avortée parce que Solo est parti. D'accord. Il était en plein dedans quand. Ok. Voilà. Et Ekwe, on l'a rencontré donc dans le cadre de cette tournée. Donc c'était l'automne 93 à Manille-les-Hameaux, dans le 78. Ok. Et il était tout jeune. Je sais pas quel âge il avait. Il devait avoir peut-être 17, 18 ans. Ok. Voilà. Et il est venu. Comme lui, il était à Elancourt à côté. C'était leur secteur. Il est venu et puis c'était un fan. Hein. Ouais, il est venu vous voir. Voilà, ok, ouais, c'était un fan. Et je crois qu'après, Squat l'avait recroisé dans Paris. D'accord. Quelques temps après. Et il y a des liens qui se sont tissés. Et le mec avait du potentiel. Alors, la rumeur n'existait pas à l'époque. Bien sûr, oui, c'est vraiment les débuts de Ekwe. Ouais, c'est les débuts de Ekwe, ouais. Et donc, il a été associé
à la production de l'homicide volontaire sur 2 titres, il me semble. Oui, c'est ça. L'Odyssée suit son cours et Quand j'étais petit, Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, il est venu avec nous à Los Angeles. Il est venu. Enfin, moi pas quand j'y étais, mais je me souviens qu'il était parti 1 ou 2 semaines à Los Angeles. On l'avait emmené là-bas. Ok. Il avait enregistré là-bas. D'accord. Voilà. En tout cas, il fait des couplets magnifiques. Je vous invite à aller écouter parce que vraiment. Alors moi, cet album-là, c'est pas. Je t'en prie. C'est pas fondamentalement mon type de son, mais forcé de reconnaître que c'est l'album, on va dire, étendard de Assassin. Oui. C'est autour de cet album qu'on va vivre. Alors, on va être sur une forme d'Assassin qui est super recentrée sur Squat. Oui, parce qu'il n'y a plus que lui qui rappe dans le groupe à ce moment-là. Ouais. Mais en prod, il y a Dr. L encore, effectivement, sur l'album. Magnifique, hein, ouais, vraiment. Mais on a... Qu'est-ce que j'allais te dire J'allais te dire un truc. Tu me parlais du fait que c'était l'album étendard d'Assassin. Voilà, c'était pas mon son, mais c'est vraiment l'album autour duquel on a vécu les plus belles aventures de cette histoire. D'accord. Et musicalement, tu fais bien de le préciser, parce que dans l'album d'avant, Le futur que nous réserve-t-il, on était, c'est vrai, sur une influence beaucoup plus noisy à la Public Enemy. C'est ça. Alors, ce qui m'a toujours finalement fait sourire, on va dire, c'est que finalement, ce disque, Le futur que nous réserve-t-il, qui se voulait un truc qui ressemble à P.I., finalement. Ouais. Finalement, moi, je trouve, mais c'est pas pour me déplaire, hein, je trouve que ça ressemble plus à du rap, finalement, européen, comme pouvaient le faire les Anglais. Un gunshot et tout ça, exactement. C'est pas faux du tout. Voilà, ça ressemble plus à du Britcore, par moment, qu'à du rap hardcore américain. C'est vrai. Mais voilà, il y avait cette identité-là, très noisy, avec des grosses couches de samples, des breakbeats superposés. Bon, comme on faisait le rap hardcore à l'époque, en fait. Un peu selon les canons que le Bomb Squad avait imposé. Tout à fait. Et sur l'homicide volontaire, on est sur quelque chose de beaucoup plus musical, voire musicien. Ah oui. C'est une période où on est tous complètement bousillés, en fait, par... Le rap californien, voilà. Il sonne vraiment West Coast, cet album. Et par le premier Snoop, le premier Chronique, cette époque-là, Above the Law. Tout à fait. Et ça, c'était vraiment les trucs... Dr. Dre, en tant que producteur, évidemment. Tout cet univers... du gangster rap californien, mais l'équipe Death Row, Ruthless, Death Row, tout ça, machin. Tout cet entourage-là, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti à Los Angeles. Ouais. Il y avait tout ce côté plus musicien, plus... Voilà, tu évoquais les chanteuses qui font des chœurs. Oui, Nancy Fletcher, franchement magnifique. Hein. Enfin, moi, je suis un gros fan de West Coast, donc c'est ce que j'aime chez Dr. L. Je trouve que c'est vraiment le producteur français qui a su mettre la barre au niveau, en termes de West Coast, vraiment. Je ne manquais de respect à personne, hein, mais Dr. L, voilà, vraiment... par lui, pour le coup, il avait une approche très musicienne. Hein. C'est un mec qui vient... Lui aussi, là, il a un background un peu chargé avant d'être là-dedans. Mm-hmm. Il avait joué de la batterie dans des groupes avant, punk, psychobilly. Enfin, tu vois, il venait aussi de cette culture-là. Mais ouais, Los Angeles, l'enregistrement, c'était assez dingue. Moi, je suis parti 15 jours là-bas. On s'est retrouvés à un moment dans le studio de Tom Palladino, là, at the Edge Studio, avec Above the Law. C'était ouf. Tu m'étonnes. C'était ouf. Bah oui. Et il y avait Conway 97 de Above the Law, donc lui qui était là vraiment pour... En fait, c'était Tom Palladino qui était le producteur, là. Bon, lui, il avait pigé le truc du rap c'est franc, il voyait des petits Frenchies, ils avaient tous entendu parler de MC Solar.
Bien sûr. Voilà, tu vois, donc les mecs se disaient, lui, il se disait, bon... il y a un truc à il y faire. a un truc à faire avec les petits Frenchies, là, ils sont là, payés par une maison de disques, machin, c'est qu'il y a du budget, C'est ça. bon. Cole Winey Seven, il était producteur, donc il faisait des beats. Ouais. Donc l'autre, sans le dire... Ça va vite, quoi, ça. Voilà, et il voulait nous placer ses beats, bon. Et finalement, on est passé 2 fois à leur studio, et ils nous faisaient écouter des beats, et il y avait... c'était un dessin animé, le truc. Il y avait... la première fois, il y avait MC Ren. Ah ouais, Ah d'accord, ouais, ok. ouais. C'est un de mes préférés du groupe. Ouais. de Mais Bellu, alors lui, pour le coup, il nous a pas calculé une seconde. Ah mince. Ah ouais, ni bonjour, ni... Ok. L'autre, À il a l'américaine, dit- quoi. Ouais, il a dit Yo Ren, il nous a présenté, l'autre, il était sur une console de jeu, bon. Aïe, aïe, aïe. Et il y avait... et la deuxième fois, il y avait Cocaine. Je sais pas si tu vois qui c'est, le chanteur. Cocaine, Le c'est chanteur. celui dont on parle. Oui, il y en a qu'un seul, de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais. lui. Il y avait... et il y avait Kid Frost. Ah ouais, ok. Ouais, donc parce que Conway Seven lui produisait des beats pour un album qui est sorti juste après, d'ailleurs. Et donc, il était venu pour bosser des beats avec Conway Seven. Ok. Et d'ailleurs, donc il avait... Kid Frost, il était ouf parce que, bon, lui, il était venu en France quelques années avant. Ok. Et il m'a parlé d'IAM, parce qu'il les avait rencontrés, je crois que c'était à l'occasion des trans musicales de Rennes, je sais plus quelle année. Ok, c'est pas grave. Voilà, il y avait Kid Frost, IAM, Lionel D, ça devait être en 90. Ok. Il y avait, parce que 91, nous, on y était avec Assassin. D'accord. Donc c'était en 90. C'était l'année d'avant, ouais. ok. Peut-être, ouais. Et il y avait IAM, Dynasty et Lionel D, je crois, et Kid Frost. Et donc, ils se souvenaient de Dynasty et Lionel D. D'accord. Donc, il vous a parlé de ça et tout ça. Il nous parlait de ça, ok. ouais, la France. Tu sais, mais bon, les mecs, c'est des oufs un peu. Hein. Ah ouais, Et surtout, ce qui était assez dingue, mais ça, on s'en est rendu compte aussi quelques heures après. Above the Law. Bon, LA, c'est très spécial. Hein, Oui. Surtout à l'époque. Là, C'est les une ambiance. quartiers, C'est dur. C'était une grosse ambiance à l'époque. Et donc, Above the Law, c'est des mecs de Inglewood, donc qui est un ghetto plutôt black, Oui. avec des gangs plutôt black. Ça, c'était les Bloods étaient très présents là-bas. C'est bien Inglewood. possible, ouais. Et Kid Frost, lui, il est pur East LA, Ok. Chicano. D'accord. Et donc, il me disait, un mec comme moi, normalement, jamais il vient là. Et il fait ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est la musique qui nous rapproche. Tu Parce vois. qu'il dit à un mec de chez moi, jamais il vient là. Ah, tu Comme vois. un mec de chez eux, jamais il va venir chez nous. C'est juste pas possible. C'est ça. Il y a leur. Voilà, Ah, ça. c'est pas possible. Et donc voilà, il y avait C'est des très anecdotes fort. comme ça, ouais. On avait passé des bons moments avec eux. Je sais que les Squat et Liam avaient rencontré Wendy et Lisa aussi, qui étaient proches de Prince. Je sais pas si ça te parle. Leur nom, non, Le mais duo- Prince, bien ouais, sûr. le duo oui. Wendy et Lisa. D'accord, ok. Vous avez vu du Enfin, beau monde, quoi. Ouais, C'est- c'était un peu des beaux ouf. souvenirs pour C'était toi. un peu ouf, ouais, c'était un peu ouf. Et puis, c'est une ville de musique, Tout à Et fait. puis, on se retrouvait dans des conditions de production, enfin, c'était... Non, bah c'est mortel. Ouais, Bah, ouais. en tout cas, voilà, l'homicide volontaire, c'est pas ton album préféré, mais t'as quand même des beaux souvenirs Ouais, par rapport à ça. Et puis la tournée qu'on a fait, surtout autour de cet album, une tournée, je sais plus comment on a fait de date, mais... Ça a bien marché, quoi. Ah ouais, non, puis des souvenirs humains, des aventures, et même... à l'époque, on a bousillé plein de gens qui après ont fait plein de choses. On a développé des vocations. Enfin, tu vois, sans prétention, je veux pas être... Mais je sais qu'on a laissé Non, mais c'est la traces, vérité. On le sait, c'est la vérité, de toute façon. on a laissé des traces à cette époque-là. Et en même temps, avec la musique, en même temps aussi, c'est l'époque où on est en parallèle de tout ça, dans une dynamique militante qui a
à mon sens, jamais été égalé dans le rap français. Hein. Ouais. Jusque dans le livret, hein, à la fin du livret, il y a toujours un mot. Et puis, donc ouais, mais c'est surtout qu'on est dans des actions, on est dans des luttes, tout à fait. Dans des trucs de soutien. On est en même temps sur ce front-là, tu vois, de lien avec... on entretient déjà... mais ça, c'était dès le futur, déjà. On avait des liens avec les milieux antifascistes. D'accord. Entre guillemets, ultra-gauche. Oui, je vois ce que tu veux dire. On était pas mal dans les manifs. D'accord. Il y avait eu des gros combats dans les années 94-95. Donc on était pas mal là-dedans. Après, on a bougé pas mal aussi autour du MIB. Oui, tout à fait. Qui va donner aussi... C'est mouvement immigration banlieue, c'est ça? Mouvement de l'immigration et des banlieues. Ok, c'est ça. Qui était une émanation du réseau Comité national contre la double peine, résistance des banlieues. Tout à fait. Voilà, c'était des gens qui étaient issus, pour certains, de la marche de 83, qui n'avaient pas lâché. Et des gens qui s'étaient, eux, plus greffés sur l'époque Comité national contre la double peine, donc des gens qui avaient des parcours délinquants, on va dire, un peu conséquents, qui, par leur expérience personnelle et leur confrontation aux contraintes législatives, et voilà, en lien avec des sanctions, se retrouvaient dans la merde, donc se retrouvaient à se battre pour leur propre cause. Et donc voilà, ça a donné lieu à développer des vocations de militants, de très bons militants. Ouais. Bah, c'est très important de le dire, et ça m'amène à te parler du morceau 11-30 contre les lois racistes. Donc on t'entend au début de ce morceau, tu parles avec Jean-François Richet, vous faites l'intro. Est-ce que tu peux nous parler, donc c'était dans la continuité un peu de ça, comment ça s'est fait ce morceau C'est à l'initiative de Jean-François Richet et de son équipe White Spirit, les producteurs. Les beatmakers, ouais, tout à fait. Ouais. Et les gens avec qui il bossait à l'époque en musique, qui étaient d'ailleurs ceux avec qui il bossait aussi en cinéma, à savoir le producteur de cinéma, qui est un très gros producteur d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Cocheteux. Okay. Je me demande si c'est pas lui qui a produit, d'ailleurs, faudrait voir, mais un prophète d'Audiard. Ah, ok, peut-être. On ira vérifier. Ok, voilà. pas de souci. Mais c'est un gros producteur. D'accord. Et donc il bossait avec Jean-François sur le cinéma, et en même temps il avait développé un truc plus musical avec une boîte qui s'appelait Why Not, et une boîte d'édition qui s'appelait Crépuscule. Et c'est là-dessus qu'est sorti notamment le 11-30 et la compilation Ma Cité va craquer, et après d'autres disques qu'ils ont fait. Donc c'est une idée de Jean-François Richet au moment où il y a... alors là, on est sur les législatives de 97, je crois. Ouais, en tout cas, le morceau sort en 97. Il y a un gros débat sur la législation liée aux droits des travailleurs immigrés. D'accord. Qu'on appelait les lois Debré, un gros projet de loi qui donne lieu à un gros débat. D'accord. Et il y avait dans le cinéma un collectif qui s'était rassemblé et qui avait pris position sur les lois Debré, mais qui, à notre sens, déroulait un peu le tapis rouge pour la gauche. D'accord, ok. Tapait un peu trop sur la droite. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Et exonérait la gauche des responsabilités qu'elle avait eues. Dans les années 80, notamment, début 90 aussi, d'ailleurs. Mais notamment, oui, t'as raison, années 80, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ça n'a pas été que du bon. Bien sûr. Et donc, Jean-François me dit, ouais, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un énorme freestyle sur disque. Bon, j'aimerais que ça soit pas un truc qui... Enfin, il y avait une charte un peu politique, tu vois, une ligne qu'on a essayé de définir ensemble. Et moi, j'ai travaillé plus sur l'histoire le rapport politique de l'histoire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai
proposé que ça soit fait au profit du mouvement de l'immigration et des banlieues, puisqu'il s'occupait de questions liées au séjour, les histoires de double peine et tout ça. Tout à fait. Et comme ça tombait sur le fait que c'était un réseau qui avait besoin de pognon, donc voilà. Et bah, ça a été une aventure magnifique. Ça a été très très vite. Hein. Le morceau a été enregistré et masterisé en 3 jours, je crois. Ok. Parce qu'il y a énormément de monde dessus. Hein. Ça a été très très vite. À partir du moment, bon, il y a eu une préparation pour contacter les gens et tout, mais à partir du moment où, allez, c'était bouclé en un mois cette histoire. Ok. Même pas. Bah, avec la contribution d'ailleurs de quelqu'un qui s'appelle Marie Audigier, qui à l'époque travaillait donc chez Why Not Crépuscule. Et ça me dit quelque chose, ça, Marie Audigier. Elle a été après, oui, je me demande si elle n'a pas été chez Believe à un moment. Son nom, il me dit quelque chose en tout cas. Native, le label, je sais plus. Okay. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Et maintenant, qui est peut-être plus centré, il me semble, sur les questions de musique africaine, tout ça. D'accord, ok. Et, bah, écoute. Et donc elle a été vraiment la cheville ouvrière de cette histoire. Ça se serait pas fait sans elle. Hein. D'accord, c'est important. Voilà, oui, on la salue. Et elle est rarement citée, mais voilà. Donc ça a été un peu une aventure menée en tripartite, on va dire, entre Why Not Crépuscule, Cercle Rouge et Assassin Productions. Tout à fait. Ok, bah c'est super, Match. Il y a aussi un groupe dont je voulais te parler qui s'appelle Cabal. Ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, vous les avez produits, il me semble, ou l'un de leurs projets, ou vous avez fait une tournée avec eux. Alors, Cabal, on les rencontre en 93, au moment où ils sortent leur premier maxi. Oui. J'ai oublié ouais, putain, c'était quoi? Il y a Fou. Je crois qu'il y a Fou. Oui, c'est un truc de ouf. C'est il y a Fou dans le... Osmose, si tu retrouves entre-temps, mais oui. Fouanier, Fouanier, voilà. C'est ça. Magnifique. Voilà, et on les rencontre, donc ils sortent ça en autoproduit, vinyle white label, enfin un truc artisanal, voilà. Et on les rencontre donc par l'intermédiaire de Dr. L. C'est Dr. L qui les ramène, et lui, il les rencontre par l'intermédiaire de la famille Cardenas, les frères Cardenas, dont un des frères était un ingénieur du son assez connu dans le milieu reggae à l'époque, qui s'appelait Timur. D'accord. Et il y a un des frères Cardenas... professeur K, je sais plus c'était quoi, Arlène, qui joue de la basse et s'occupe un peu de la prod avec eux, avec Cabal. Et donc c'est par cette connexion-là qu'on les rencontre et on reste en lien. On les emmène avec nous en tournée sur la tournée de l'homicide volontaire en 96. C'est ça, ok. Entre-temps, ils ont posé sur l'Underground s'exprime. C'est le 2 ou le 1. Je sais plus. Je me demande si c'est pas sur les 2 d'ailleurs. Mais non, ils ont posé que sur 1, donc ça doit être... C'est sur le 1, je crois. Je crois que c'est sur le 1. Si je dis pas de bêtises. Bah, allez fouiner, vous verrez, de toute façon, il n'y a pas de problème. On les avait fait poser là-dessus en 95. Ok. Et en 96, on les emmène donc en tournée et ils font le show d'Assassin avec Squat, en fait. Donc ils font les bacs et en même temps, ils ont deux titres, je crois, dans le set. 2 titres à eux. Et en 97, on produit leur premier EP. Ok. Qui s'appelle La Conscience s'élève, qu'on sort en licence chez Night and Day. Ouais. Donc à l'époque où il y a plein de disques, à l'époque de Patrick Colleoni, paix à son âme. Grand hommage à Patrick Colleoni. Où il y a plein de disques qui sortent. En distribution chez eux, tout à fait. Distribution, licence, voilà. Il y a tout un pan. Et d'ailleurs, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des disques qui sont sortis par ce biais sont aujourd'hui pas dispo sur les plateformes et tout ça. Et ça, c'est un manque historique parce qu'il y a quand même eu des sacrés disques. Ah oui, bah je regarde les trucs il y avait Soul Swing, Expression Directe, la Clica, voilà, Idéalgie le premier. Et je crois que tous ces trucs-là, pour certains d'entre eux,
Il y a eu, il y avait Légitime Processus, Il y avait NAP, le groupe Guet-apens, d'Abdel Malik. il y avait NAP, et tous ces trucs-là, pour beaucoup, sont pas dispo Tout à fait. sur les plateformes, parce que les ayants droit, bon, c'était des trucs en j'imagine. termes de production qui étaient parfois un petit peu obscurs, pour retracer le truc, aujourd'hui, c'est compliqué, donc voilà. Mais t'as tout un pan de cette histoire du rap français qui finalement la compilation Invasion, je sais pas si ça te parle aussi, complètement. Là, la 1 et la 2, ils ont sorti les deux là-bas, tout à fait. Voilà, je me demande s'il n'y a pas des compiles hip-hop vibes aussi qui sont sortis là-bas. C'est possible. Peut-être la 1 ou la 1 et la 2, je sais plus. Ils ont fait des choses vraiment magnifiques, Night and Day. Non, c'est clair. Et donc voilà, on a sorti ça avec eux, et après ils nous ont quittés pour sortir eux-mêmes leur album. D'accord. Je sais plus comment il s'appelait, leur album aussi, avec lequel ils ont pas mal tourné. Ça, j'ai oublié, par contre. Ouais, je sais plus, mais il a marqué son... Et c'est là qu'ils ont fait, d'ailleurs, la collaboration avec Lofofora, tout ça. D'accord, voilà. ok. Donc, c'est des bons souvenirs, Cabal, c'est super période, c'est super mec, super période... Avec des hauts et des bas, comme tout, mais bien sûr, globalement, avec Cabal, c'est beaucoup de bons souvenirs. D'accord, on les salue très fort. Je voulais parler un petit peu de Dr. L, parce que c'est la période où il va partir, lui aussi. Donc lui, il nous a quittés juste avant, il nous a quittés fin 95, début 96. D'accord. Donc c'est la période même où il va faire des trucs avec Stomy Bugsy, et j'adore ses productions d'ailleurs. Il était, au moment où il nous a quittés, il était en pleine pré-production et production des titres avec Stomy. Ok, d'accord, et tu vois. Non, c'est très fort. On salue très fort Dr. L aussi, très gros talent. Donc là, l'histoire d'Assassin va bientôt se terminer, donc il y a l'album Touche d'espoir qui va arriver. Alors attends, est-ce qu'on a... je t'en prie, si on a fait quand même... entre-temps, parce qu'entre l'homicide et Touche d'espoir, il y a quand même... Il y a Écrire contre l'oubli. Voilà, donc il y a le EP Écrire contre l'oubli, il y a pas mal de maxi aussi, dont le truc avec Supernatural. Bien sûr, exactement. Il y a donc, en même temps, on essaye de développer une activité de production dans le label. Donc on a produit Cabal, on va produire Pyroman. Ouais. Voilà, on va... La caution aussi. La caution, c'est à ce moment-là... Premier maxi. Le premier maxi, ouais. C'est dans cette période-là, avant Touche d'espoir, qu'on... Et les maxi l'avant-garde aussi. Je sais pas si tu te souviens de ça. Alors, il y a quel son dessus déjà C'est des maxi où on met 2 titres à chaque fois avec des combinaisons un peu inédites. Alors, on avait fait... D'accord. Caser la caution, on avait fait... Ah ouais, bien. On avait fait... Kerry James, Hécatombe et Isno des cautionneurs. Ah ouais. On avait fait... j'irais refouiner tout ça. Doudou Masta, Ando et Prophétie. Magnifique. Non, il y a quelques... On avait fait aussi Lourang, Starik. Donc voilà, on était en même temps sur Assassin, en même temps sur le label, ce qui nous permettait de faire se chevaucher comme ça avec des passerelles de l'un à l'autre. Tout à fait. C'était plutôt pas mal. Et puis il y avait tout le côté aussi politique et social qu'on développait à côté en essayant. Alors c'était les débuts d'Internet. C'est le moment où on avait ouvert notre site, c'est la fin des années 90, vers 97. On était très en avance nous là-dessus. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Et très vite aussi, on avait émis le souhait de faire autre chose sur Internet que juste faire des boutiques, si tu veux, ou une boutique. Ok. Et on avait, alors je sais pas si tu avais connu ça, mais on avait développé tout un pan culturel sur notre site Internet avec des dossiers sur la musique, il y avait un truc où on pouvait écouter des mix, il y avait des dossiers sur la musique, des dossiers sur l'histoire politique et sociale. Ok. Il y avait C'était pas qu'une boutique en ligne. Non. Et en même temps, on avait une boutique qui fonctionnait super bien. Ok. Mais on avait aussi, alors c'était du temps, du travail. J'imagine, bien sûr. Mais on avait aussi, et ça, je m'en étais occupé. C'était surtout moi qui m'en occupais avec notre webmaster de l'époque qui s'appelle Emile Shaidi. D'accord, ok. Et voilà, comme qui quoi, va voilà, avoir ça y lui avait. après. Alors c'est marrant parce qu'on l'a rencontré, c'était un jeune lycéen, tu sais, Ouais. en terminale. Ok, d'accord. Et plutôt que d'aller chercher
On avait été visionnaire aussi sur ce truc-là, plutôt que d'aller confier ça à un mec qui aurait peut-être, et encore pas sûr, été plus compétent que lui, machin, techniquement. On s'est dit qu'il était plus marrant de confier ça finalement à un fan. C'est ça. Quelqu'un qui connaît bien le truc. On savait qu'il allait le faire et du mieux qu'il pouvait et qu'on allait aussi gagner du temps parce qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas besoin de lui expliquer. Et donc après, Émile, il a eu un parcours dans la musique électronique à travers un label notamment qui s'appelle Institube. Ok. Je sais pas si ça te parle. Le nom, ouais. Après, peut-être que San Pellegrino. Ça, oui. Ça, c'est bon. San Pellegrino, ouais. Bah, c'est lui. Mais c'était Tequila-Tex, ça, après. Voilà, il a fait ça. Il a bossé avec Tequi, ouais. Voilà, ok. C'est pour ça que ça me parlait. Et puis, il a fait plein d'autres choses dans la musique électronique. C'est pour ça. Il a organisé des grosses soirées. Voilà. Tout à fait. Et il était proche de TTC, effectivement. C'est pour ça que j'ai... Voilà, c'est ça. Ok. Et bah, écoute, c'est super. On a eu tout en détail. On va parler de Touche d'espoir quand même, Match, parce que déjà, c'est le dernier album d'Assassin. On peut le dire. Voilà, c'est le dernier album officiel du groupe, quoi. Alors, même s'il n'y a plus que Rockin' Squad, c'est la période où il n'y a plus que lui. Les producteurs sont assez différents. Il y a plein de producteurs différents. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti par rapport à cet album et à cette période, avec tes mots, à ta façon? Alors, c'est... Alors, attends, parce que là, ça nous met quoi, en 2000? Oui. C'est pas la meilleure période humainement. D'accord. Mais et puis artistiquement, je trouve que c'est un bon album, plutôt bien produit, avec des gros titres. Il y a des gros titres quand même. Mm-hmm. Mais à mon sens, déjà à l'époque, je le pensais, mais encore plus aujourd'hui, pas à la hauteur de ce que se devait d'être un album d'Assassin. D'accord. En arrivant de l'homicide volontaire, ça, en termes de contenu, à mon sens, ça régressait. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ensuite, la manière de le faire, jusqu'à présent, Assassin avait son producteur. La petite patte, son producteur. Là, on entrait dans un schéma plus rap français de l'époque, d'aller chercher des beatmakers partout. Tout à fait, c'est vrai que... c'était un peu ça à l'époque. Et donc, Squat, il voulait absolument rentrer dans ce schéma parce que il avait... il a toujours eu la volonté d'intégrer et d'être reconnu dans le game. Dans le game, comme on dit. Voilà. Malgré ce qu'il peut dire... il a toujours caressé ce vœu d'être reconnu. Bien sûr. Toujours couru après une certaine forme de reconnaissance. D'accord. C'est humain, on peut pas... Tout à fait, voilà. On juge pas. Y a pas de... Donc ça, c'était rentrer dans ce format-là, et puis ça coïncidait aussi avec le fait qu'il y avait... Alors, il bossait beaucoup à l'époque, on bossait beaucoup avec un producteur qui s'appelait David. Ok. Mais Squad voulait pas faire tout un album avec lui, bien qu'il en aurait été largement capable et que le résultat aurait été même sûrement très intéressant. Mais Squad voulait absolument faire des trucs avec les producteurs de l'époque en vogue. C'est ça. Donc c'est la grande époque de DJ Mehdi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il est là. Sully B-Wax, des Little, donc ça tourne autour de ces deux-là, en grande majorité, avec d'autres... Dawan a un beat, je crois, ou deux, même. Deux ou trois beats, je sais plus. Il y a un Marseillais qui s'appelait Mounir aussi, qui doit avoir un ou deux beats. Okay. Et puis, il doit y avoir un beat, si mes souvenirs sont bons, du mec de Starflame, le groupe belge. Ah, je connais pas. Je sais pas s'il n'y a pas un beat de lui dedans. C'est possible. Allez fouiner, vous regardez les crédits. Donc, en termes de contenu, moi, ça me parle beaucoup moins. D'accord. Et les thèmes... mais c'est un moment où
Moi, je pense que Touche d'espoir, plus que d'être le dernier album d'Assassin, et surtout le premier album solo de Squat. Non, mais c'est bien dit, Ouais, remarque. c'est un peu ça, en fait. C'est ça, ouais, non, c'est vrai. Ok. Et c'est le moment où voilà, Squat va commencer à virevolter. Si tu veux, on était dans un truc qui était quand même très, comme je disais tout à l'heure, très sectaire, Ouais. on était très sur nous. Ok. Et on fonctionnait un peu en vase clos, bien qu'on connaissait tout le monde. Tout à fait. C'est pas le truc, mais Mais les décisions étaient prises voilà. vraiment entre vous. Et là, bon, ben, c'est le moment où lui va commencer à partir à droite, à gauche, donc on va sortir cet album qui, je le répète, à mon sens, est un disque tout à fait honnête de rap français de l'époque, début 2000. C'est ça, ça colle. Voilà, ça colle pile poil à l'époque, mais on n'amène pas le truc, pour moi, hein, on n'amène pas le truc au level au-dessus sur lequel on était habitué à se positionner. On rentre dans un... C'est un autre style. Dans un conformisme, on va dire, de production qui colle à l'époque. Okay. Après, on va faire une belle tournée, une très belle tournée, entre 2000 et 2001. Avec notamment des conférences dans les universités, dans quelques universités, notamment toujours Lyon, le truc. Lyon. Non, mais c'était super bien vu. Ça, c'était une idée des gens de label. C'est bien ça. Ouais. Et alors, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a des villes où ça s'est bien passé, des villes où ça s'est passé plus. C'était compliqué. Ah ouais. Toulouse, très compliqué. Ah oui, ok. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Lyon, pas facile non plus. Okay. Mais c'est bien au moins d'y aller, parce que c'est important. Et puis c'était pas devant 20 personnes. Hein. J'imagine. C'était des centaines. Ok, ouais, il fallait être là. Ouais, non, on a fait. C'était des amphithéâtres blindés. Ok, d'accord. Amphithéâtre blindé. Très fort. À Toulouse, on l'a fait dehors, parce que justement, je crois que l'amphi était. C'était pas possible. L'amphi qui était alloué devait être trop petit, je crois. D'accord. Ça me rappelle d'ailleurs un truc comme ça, dans un autre registre. Ouais. En 96, on faisait 96 ou 97, on faisait une tournée radio, je sais plus, autour de l'homicide. Ok. Et à un moment donné, on arrive à Montpellier, et donc on fait des radios dans la région, et il y a un mec, je sais plus qui, ou une radio, je sais plus qui, donc il se propose d'organiser un showcase d'Assassin au Rockstore. Au Rockstore. Ok. Donc au Rockstore, la salle de Montpellier, mais pas dans la salle principale du Rockstore, dans une petite salle en haut. Et donc nous, on va voir la salle, donc en journée, dans laquelle ils voulaient faire le showcase. Ouais. C'était tout petit. Un petit peu, mec. D'accord. Et on leur a dit, mais c'est pas possible. Ça va pas être possible. Et en plus, c'était gratuit. Oui, donc voilà. Quoi. Avec appel sur les radios, machin, ouais. Le monde était au rendez-vous. Et le mec, très très vite, dans la journée, il nous a dit, bon, on va annuler dans la petite salle, on va le faire dans la salle du Rockstore. D'accord. Et le Rockstore, la contenance, c'est 900, je crois. Ok, d'accord. Et donc, juste comme ça, sur le bouche à oreille, la salle pleine à craquer. Ouais, tu vois. Pleine à craquer. Pleine à craquer, avec un truc lancé dans la journée même. Ok. Non, nous, on n'a rien préparé. C'est dingue. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est fort. Et en fait, finalement, on improvise un truc avec... parce qu'on avait, comme on faisait la tournée radio, on avait pris un sac de vinyle. Ouais. Donc avec des faces B. Bien sûr. Et on improvise un truc avec Dawan et moi-même au platine. Ok, d'accord. À l'arrache, quoi. Vraiment. À l'arrache. Et donc que sur des faces B. Et Squat qui fait un... Et bon, pour ça, il avait quand même... du talent. Cette force. Et quand même ce truc où le mec était capable quand même de relever des trucs comme ça... non, mais c'est vrai que très balèze pour le ça. Le truc retourner, la salle, mais retourner 900 personnes en furie.
Pour l'avoir vu en concert, il a vraiment sur scène, il assure. Il a le truc et donc ça m'a fait cette histoire de fac là, ça m'a fait penser à ça. D'accord. Donc c'était un bon souvenir aussi pour toi, ça. J'imagine. Ouais, puis de trucs où on s'attend peut-être à une certaine affluence et puis finalement le truc est décuplé. Donc on a fait une grosse tournée, voilà. Après on a fait un Olympia sur Touche d'Espoir. On a produit un Olympia en 2001. Ok. Qui est l'Olympia du DVD. D'accord, ok. Donc c'est celui-là. Je vois en tout cas, bien sûr. Live DVD, là. D'accord. Donc voilà, qu'on a sorti en 2002. D'accord. Et d'ailleurs, on avait profité de la manif, je me souviens, la manif du 1er mai 2002. Ah oui, Voilà, on avait fait une opération d'affichage commando avec l'afficheur, on avait mis ça en place avec l'afficheur avec qui on bossait à l'époque, qui était un nerveux aussi. Ok. Et on avait fait une opération commando, sur la manif devait arriver sur la place de la Bastille. Okay. Et quand les gens sont arrivés sur la place de la Bastille, c'était déchiré d'affiches pour la sortie du live DVD d'Assassin. Ah ouais, tu vois. Okay, sur la colonne de Bastille, recouverte. Truc de ouf, quoi. Ouais. Ok. Et donc, mais Touche d'Espoir, belle aventure. En même temps, humainement, donc je te dis, dans les années qu'on suivit, au sein du label, une situation humaine qui se détériore largement. D'accord. En 2003, on passe une année sans se parler. Toi et Squad, vous ne vous parlez plus, d'accord. On ne se parle plus. On ne s'est pas adressé la parole pendant quasiment un an. Alors que le label est encore là. Le label continue. Okay. C'est particulier, le label quoi. Continue, machin. C'est là qu'on sort la bande des 4. Exactement, j'allais t'en parler, mais je voulais finir d'abord sur Assassin et ensuite on parlera. On va faire la transition. Donc 2003, année très très compliquée. Mais sans rentrer dans les détails parce que c'est. Je t'en prie. C'est pas. Il y a aucun souci. C'est pas très glorieux. Voilà, donc. Il y a aucun souci. Donc truc un peu compliqué. Et c'est ça qui donc. En 2004, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui fait que Assassin Productions, vous vous arrêtez, c'est de l'ambiance, tout ça. En partie. D'accord. On arrête officiellement en juin 2005. D'accord, ok. Et écoute. Mais effectivement, la liquidation de l'histoire, elle date de l'automne 2004. Où on s'est retrouvé à un moment dans une situation économique compliquée. Ouais. Mais en même temps une situation humaine aussi très compliquée, même si on avait recollé un peu les morceaux. Ok. Et sur certains conseils, moi j'ai dit que c'était mieux qu'on arrête. Ouais. Parce que Squat voulait arrêter. Mais ce qui lui importait le plus, c'était la gestion du catalogue. C'est-à-dire que il était dans un étau, si tu veux. Tant qu'Assassin Productions existait, Assassin Productions était titulaire et propriétaire du catalogue. D'accord. Donc les morceaux, pour ceux qui savent pas, les morceaux d'Assassin appartenaient à Assassin Productions. C'est ça. Donc si tu veux, lui, la seule chose à ce moment-là qui le poussait à continuer Assassin Productions, c'est ça. À partir du moment où on a envisagé que ça pouvait se passer autrement, je peux te dire que foutre Assassin Productions à la poubelle, ça lui a pas posé beaucoup de problèmes. D'accord. Donc voilà, en 2005, vous clôturez Assassin Productions. On clôture l'histoire et l'intégralité du catalogue du label, il l'a récupéré. Il a même les droits sur l'album de la bande des 4. Donc, ok, voilà, d'accord. Oui, il a tout le catalogue. Ah, ok, d'accord. Le maxi de la caution. Ok, d'accord. Tout alors. De toute façon, on va en reparler de la bande des 4. On finit juste sur Assassin. J'ai vu aussi que tu n'avais pas apprécié quand il a fait Livinastro.
le fait que les rééditions, parce que tu parlais de remettre les choses au clair, sur les rééditions de Living Astro, il n'y a plus Assassin Productions, quoi. Non, il n'y a plus du tout Assassin Productions, ni logo, ni crédit. D'accord, donc les albums d'Assassin, si on l'achète chez Living Astro, il n'y a plus de traces. D'accord. Okay. Non, il a crédité en production exécutive Living Astro. D'accord. Qui n'existait pas. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Mais après, c'est un procédé. Enfin, c'est quelqu'un qui a par ailleurs certaines qualités, mais qui a aussi, comme tout le monde, des défauts. Et lui, il a des défauts très, 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 très lourds. Et c'est quelqu'un qui a énormément de mal avec la vérité. Donc, contrairement à ce qu'il dit, donc... D'accord. Ok. Bah, écoute, il n'y a pas de problème, Match, il n'y a pas de souci. C'est pour que les gens comprennent bien, c'est important, je pense. Ok. Alors, du coup, on va parler quand même de hors de contrôle avec la bande des 4. Alors, je sais que tu veux pas trop dire qui sont les autres. Je sais que dans une interview, tu tenais à garder le secret là-dessus. Sur qui était avec toi sur ce projet-là. Globalement, on va dire que quand on a sorti le disque, c'était surtout Dawan et moi. D'accord, ok. C'était nous deux. Donc, c'est un album instrumental. Ouais. Je l'ai réécouté tout à l'heure, donc c'est très varié. Il y a des touches électro, rock, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? Comment tu as eu l'idée de faire ce projet-là? En fait, c'était en lien avec la situation qu'on traversait à ce moment-là dans le label. Sorti en 2003, hein, tu dis. Ouais, c'est sorti en 2003. C'est sorti en automne. Ok. Je crois Ouais, il me semble. À ce moment-là, dans le label, Squat fout plus grand-chose. D'accord. En 2003, il va faire beaucoup de choses chez les autres, mais il fait plus rien chez lui. D'accord, ok. C'est ça qui est assez incroyable. Et donc, avec Pyromane, ça se barre un peu en sucette. Ok. Ça fait un moment, à ce moment-là, en 2003, on n'a plus vraiment de lien avec des artistes qu'on produit. La caution, ça fait un moment que c'est fini. D'accord. Et donc, on avait avec Dawan un certain nombre de beats, en fait. Ok. Sur lesquels on avait bossé déjà dès les années 98. On avait des ébauches de trucs, ouais. Et j'ai proposé à David, au point de départ, de faire une série d'instrus pour faire rapper des gens dessus. Ok, d'accord. Donc le projet de base, c'était vraiment d'inviter des rappeurs. D'inviter des rappeurs. C'est important de le dire. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, mais déjà, la configuration juridique dans laquelle il fallait se mettre pour faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire quand tu invites des gens sur un projet discographique, si tu fais les choses légales, il faut un contrat, c'est ça. Tout ça, c'est une charge de travail, c'est de l'argent. Et à un moment donné, musicalement, si tu as mis un peu l'oreille sur le disque, c'est pas vraiment les canons... C'est les canons rap de l'époque. Tout à fait, ça colle pas vraiment. Ouais, voilà, c'est un peu... Le truc est un peu barré quand même. C'est particulier, c'est vrai. Voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas faire finalement un album instru, un truc qu'on n'a finalement jamais travaillé sur le label. Ok. En tant que tel, tu vois. Et donc on s'est dit, partons dans ce délire-là, de faire des... Parce que même la manière de travailler un projet instrumental, c'est pas la même chose que de travailler avec des rappeurs qui vont poser. Faut rendre la musique, faut lui donner une vie différente. C'est comme de la musique de film un peu, quoi. Voilà, c'est proche. En même temps, on avait mis en place tout ce truc avec des jingles. À l'époque, c'était un travail de titan, vieux. On avait été chercher des cuts partout, dans des documentaires. Ouais. Puis il y a beaucoup d'extraits vocaux aussi. C'est ça que je te parle. C'est ça. Le sourcing de ce truc-là, c'est un truc de fou. J'imagine. Et donc voilà, on est parti là-dedans. Le truc, on l'a bouclé en 2 mois. En bossant comme des fous, en voulant amener... et pour nous, c'était comme une
une rentrée au bercail, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on remettait la démarche alternative dans laquelle on avait créé ce label, on essayait d'y revenir. C'est ça. Après certains, je dirais pas errements, mais certaines incursions dans quelque chose de plus commercial. Toi, c'est l'époque où on faisait des planètes rap, là, tout ça. Oui, là, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Chez début des Skyrock. années 2000, voilà, tout ça. Et où on était dans l'illusion Skyrock, toutes ces conneries, là. Tout à fait. Mais bon, il faut quand même maintenant se rendre compte que ça fait 25 ans que ça dure, ces conneries. Ouais. Et là, on a, bientôt là, 30 là, ans. Ouais, ça, ouais, voilà, là, ça a quand même bousillé Ah bon, on voit ce que ça donne aujourd'hui. voilà, Enfin, c'est pas voilà. mal de générations. Donc, Ah ouais, c'est terrible, franchement. donc nous, à l'époque, on était dans cette illusion qui, en réalité, était juste un espèce de tunnel économique, quoi. Bon, mais on s'est laissé piéger là-dedans en tant que label, je parle. Oui, bien sûr. Voilà, à croire qu'on pouvait gagner quelque chose là-dedans. Ok. Donc la bande des 4 hors de contrôle, c'était un peu comme une remise à jour. Petit retour aux sources. Quoi. Voilà, Ok. des pendules. D'accord. Voilà d'où on est. Voilà, donc c'est un truc qu'on a fait en home studio, produit avec 2 bouts de ficelle, marketé avec un budget ridicule, en distribution chez Chronowax. Ok. Alors, projet complètement décalé à l'époque où il sort, Ah oui, ce qui fait qu'on n'a pas non plus l'écho qu'on aurait peut-être pu avoir quand on le réécoute aujourd'hui. Moi, tu vois, je le réécoute aujourd'hui, ça me fait un peu l'effet dans un autre registre, mais du premier album d'Assassin, c'est-à-dire que malgré les imperfections et les approximations, finalement, c'est un disque qui a bien vieilli. C'est ce que j'allais te dire. Tout à fait. Non, c'est pour l'avoir réécouté tout C'est un à disque qui a bien l'heure. vieilli, Franchement, ça glisse quoi. C'est nickel. Il y a des trucs qui tournent vraiment bien, Ouais. alors qu'à l'époque, on était vraiment pas compris, à part par Nova. Tu Et vois. Nova avait rentré un morceau en playlist de nuit. Ah, ok. Donc, Ouais, tu vois. ça a aidé le projet, ça. Mais sinon, dans les radios spé, Ok. hip-hop, Il y a, rien, mec. j'imagine. Personne comprenait. Ok. Et bah écoute, allez l'écouter vraiment pour ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est sur YouTube, il y a les morceaux disponibles. Donc voilà, vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié de l'écouter, quoi. Vraiment, ça s'écoute tout seul. Et bah écoute, c'est très bien qu'on en ait parlé. On avait parlé de la caution il y a quelques minutes, tu as dit qu'on y reviendrait. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta collaboration avec la caution, enfin sur votre collaboration avec la caution Écoute, bon maintenant, l'eau a coulé sous les ponts, hein, puisque ça fait... on s'est séparés, alors déjà on s'est rencontrés. Je les rencontre en 98. D'accord. Par l'intermédiaire d'un... Eux, ils sont de Noisy-le-Sec. Et ils ont grandi avec un cousin à Noisy qui un jour me ramène Nick Fury chez moi. D'accord. Donc comme le présentant. À l'époque, ils ont rien. C'est leur début vraiment. Okay. Ouais, parce que bon, moi je raconte l'histoire. Je t'en prie. Je raconte pas leur histoire. On va y revenir. Quand je les rencontre, ils ont une répète enregistrée en micro d'ambiance. Je sais pas si tu vois ce que ça peut donner. Ouais, non mais ok, d'accord. Voilà, ok. Donc un truc inaudible ou très, très peu audible. Mais je sens le potentiel des mecs quand même. Ok. Et là, j'ai que Nick Fury en face de moi. Hein. D'accord. J'ai pas encore vu son frère. Ok. Mais je sens dans leur approche, t'apprécies ce qu'ils font. Ouais, et puis dans ce que j'entends quand même dans cette répétition enregistrée, en même temps, il y a une intelligence dans une bonne rencontre. Oui. Une bonne rencontre. Donc très vite, je rencontre son frère et je me dis, ça peut être super intéressant pour Assassin Productions pour le coup. Tout à fait. Et eux sont en même temps aussi en demande de... Ils cherchent un label ou quelqu'un pour les mettre en avant. Quoi. Si mon cousin l'a ramené, c'était pas pour rien. Bien sûr.
Hein, on va dire, c'était pas pour manger des chocobéennes à 4 heures. Comme on dit. Ouais. Et donc ouais, non, bonne rencontre. Ok. Bonne rencontre, mec sympa. En même temps, moi, j'aimais bien le côté où on avait une proximité, parce qu'ils sont de Noisy, moi, je suis de Romainville, donc c'est deux villes qui c'est le même pays. Tout à fait. Oui, voilà, ça se touche. Proche, quoi. Voilà, on a les mêmes références géographiques, historiques. Donc, super rencontre, leur approche du rap est intéressante. Et Squat, à l'époque, parce qu'il est un peu comme ça, il s'y oppose. Ok, d'accord. Voilà, il s'y oppose parce que c'est... lui, il a une conception, si tu veux, du partage qui est un peu particulière. En fait, c'est le partage, mais c'est moi qui décide. D'accord. Okay. C'est lui qui coupe. Voilà. Et donc Assassin Productions, jusqu'à présent, était un peu son jardin. Puisqu'on n'avait produit que Cabal, et que Cabal, il considérait, même si ça arrivait par Dr. L, que c'était lui. D'accord, ok. Pyroman et Neda, c'est un projet qui arrive par lui, mais là, ça arrive par Madge. Ok, d'accord. Voilà, donc ça coince. Voilà, donc c'est que des trucs d'ego, ça. Hein, c'est des trucs d'ego, de pouvoir. Donc il s'y oppose. Il s'y oppose, et pendant plus d'1 an, la caution vont être dans notre entourage jusqu'au moment où on produit leur premier maxi. Ok. Et qu'on les place aussi sur une compile qui s'appelle Les Militants. Ok, d'accord. Je sais pas si tu vois. Non, la compile, voilà. Non. Ils ont un morceau dessus. Ok, j'irai fouiner. Ouais, il y a plein de gens du rap français. Pas de problème. Connus et moins connus, mais il y a vraiment... Voilà. Et on les place là-dessus, on les met sur... je les mets sur le premier maxi de l'Avant-Garde avec Kazé. D'accord. Et on sort leur maxi... parce que si tu veux, comme ils racontent l'histoire aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça. Ok. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir les versions de tout le monde. Ça veut dire qu'on a activement participé à leur développement. On a fait un vrai travail. On a pris sur nos épaules la sortie en indé total de leur premier maxi. Donc c'est un investissement. Tout à fait. Et en argent et en temps de travail. Et même là, Squat est pas... bon, mais je l'impose. Ok. Mais on a tous vécu cette histoire. Donc aujourd'hui, si les uns et les autres racontent des versions différentes de ce qui s'est passé, moi, je sais ce qu'on a vécu. Donc, et donc, il est tellement hostile à la caution à l'époque que tu noteras que la caution n'est pas sur Touche d'Espoir. Alors qu'ils sont autour de nous déjà. D'accord. Donc il a fallu aussi que je me batte, mais ça Nick Fury le sait. Il a fallu que je me batte pour les imposer sur la tournée de Assassin en 2000-2001. Touche d'Espoir, voilà, en première partie. D'accord. Donc en disant à Squat, mais c'est juste incohérent qu'on ait ce groupe-là dans notre entourage, qu'on le développe, et qu'on l'emmène pas dans une tournée où on va faire toutes les scènes de France. Exactement. Donc voilà, donc ce petit aparté pour parler de la caution. Et puis en même temps, il y a eu aussi l'épisode Pyroman, qui a été compliqué sur la fin avec Squat. Ça, c'était un projet que Squat avait plutôt en charge. D'accord. Et puis on a eu aussi à un moment Prophétie, qui était assez proche de nous à l'époque avec DJ Duke. Ok, oui, qu'on salue. Enfin, voilà. à son âme, DJ Duke, grand talent aussi. Et donc, eux ont été proches de nous aussi dans les années de la tournée Touche d'Espoir et les années qu'on suivi. Et on a été même le noyau un peu de toutes ces rencontres entre Prophétie, La Caution, DJ Duke. Non, mais c'est pour ça que ça comptait d'en parler, quoi. On comprend mieux les choses. Ok, Madj. Et je te remercie beaucoup, c'est nickel. Avant, on arrive presque à la fin de l'émission, mais avant, j'aimerais qu'on parle d'une compilation que tu as sortie en partenariat avec Universal, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Motor City. Est-ce que tu peux nous en parler à ta façon un petit peu voilà. Ouais, donc ça, c'est lié au regain du vinyle de ces dernières années, là, de ces 10-15 dernières années.
Et Universal a créé un département et un poste donc plus en lien avec l'exploitation du vinyle, puisqu'aujourd'hui c'est quasiment le seul support physique qui continue d'exister dans l'industrie. Il y a la cassette qui commence à revenir là, mais c'est moins beau, c'est moins joli. Ah bah c'est moins joli de toute façon. Alors qu'à l'époque, tu pouvais acheter des cassettes à la Fnac. Mais je veux dire, le seul support aujourd'hui sur les lieux de vente, c'est le vinyle, clairement. Et donc Universal, et comme les autres maisons de disques, ont créé des départements plus centrés sur le vinyle. Mm-hmm. Et donc j'ai rencontré en 2000, je crois que c'était en 2018. Ok. J'ai rencontré donc Julien Hessler, qui venait de rentrer depuis quelques mois chez Universal au pôle vinyle. D'accord. Et on s'est rencontrés dans le sud-ouest en vacances, tu vois, comme quoi. Mm-hmm. Ah ouais. Et en buvant 2-3 coups, en discutant. On s'est dit que ça serait pas mal d'essayer de penser à des trucs. Lui, il avait besoin d'idées, tu vois. Et donc, on s'est revus après, à la rentrée, là, en septembre, octobre. Et il m'est venu cette idée, parce que j'étais tombé sur une anthologie CD de Motown. Ouais. Qui proposait l'intégralité des singles. Ok. De 59 aux années 70. Enfin, c'était pas vraiment tous les singles Motown, mais c'était tout de 59 à 72. Mais je crois que je l'ai, c'est un 3 disques, non? Ah non, c'est pas celui-là? Ok, d'accord. Non, il y a je sais plus combien de d'accord. CD, c'est un énorme truc, au moins avec 50 CD ou 45 c'est un coffret, CD, d'accord. Un gros coffret. Ok. Mais c'était sorti qu'en CD. Et je lui avais dit... Il y a tout un pan de la production Motown qui est vraiment quasi inconnu. Oui, les débuts. Les tout débuts où le label se cherche et crée son identité. Quand ça s'appelait Tamla Motown encore au début, alors, c'était... le truc terminologique, ça s'appelait Tamla au début. Ah, voilà, d'accord. Tamla, okay. Après très vite, ils ont fait Motown. Ah, ok. Et Tamla Motown, c'est pas une appellation américaine, c'est une appellation anglaise, qui va devenir une appellation européenne. Ok, bah tu vois, voilà. c'est bien. Et le logo Tamla Motown, c'est un logo qui est exclusivement européen. D'accord. Voilà. Ok, bah tu vois, aux États-Unis, c'est ou Tamla, ou Motown, ou les labels. Oui, les sous-labels. Alors, t'as Soul, t'as Gordy, t'as VIP. Ok. Tu vois, t'as tout un... putain, j'ai les trous. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ils ont tout un truc de sous-label qui va grossir au fur et à mesure. Ok. Mais tout sort, mais rien ne sort sous le truc Tamla Motown, c'est vraiment un truc européen lancé par les Anglais en fait. Pas de souci. Parce que les premiers qui vont développer ça en Europe, c'est les Anglais en fait. Ok, d'accord. Dès 64, je crois. D'accord. Bah, ils vont être en place pour distribuer ça. Il y a vraiment un... Et Motown, ça marchait pas très bien en France. Ok. C'était Stax qui marchait beaucoup. Ouais, Stax. Tout ce qui était plus rhythm and blues, un peu plus rock et tout, ça marchait bien. Mais tout ce qui était Motown dans les années 60, tu vois, ça marchait pas. Quoi. Ok. Et par contre, en Angleterre... Ça marchait bien. À fond. Les Anglais avaient cette sensibilité. En Hollande, en Allemagne. Je reviens à cette histoire de compile. Et donc, je dis à Julien, ça pourrait être pas mal de faire une série, une anthologie non exhaustive en vinyle, qui remet au goût du jour et qui fait découvrir aux gens tout ce pan de Motown, en gros entre 59 et 62. C'est ça. Tous ces artistes-là que les gens ne connaîtraient pas forcément. Alors, il y a à la fois les artistes que les gens ne connaissent pas, mais il y a aussi tous ceux qu'on connaît qui commencent à cette époque-là. Ouais. Stevie commence à cette époque-là. Les Temptations, ça commence à cette époque-là. Les Supremes et Diana Ross, ça commence à cette époque-là. Mary Wells, Martha Reeves et les Vandellas, ça commence aussi un peu dans ces goûts-là. Il y a Smokey Robinson aussi. il est là depuis le début. Voilà, lui, de toute façon. Avec les Miracles, il est là depuis le début. Magnifique. Voilà. Donc, tu as à la fois des inconnus, mais à la fois des gens connus dont on ne connaît pas ce travail-là.
Et t'as des trucs, je te dis en termes d'identité musicale, qui sont Marvin Gaye et à cette époque-là sur des trucs très énergiques, très qui va Oui, c'est pas complètement à encore l'encontre le lover. Voilà, mais il est déjà lover, mais il est sur des trucs très rapides et tout ça. C'est pas le mec un peu cool tempo qu'on va connaître après avec les albums des années 70. Stevie, c'est pareil. C'est le moment où il est enfant, il s'appelle Little Stevie Wonder, il a 11 ans. C'est pas le Stevie du début des années 70. Il est presque omnipotent sur la soul music, quoi. Donc voilà, donc je propose ça à Julien et très vite ça glisse, c'est accepté. Par contre, on le fait qu'en vinyle. D'accord. Même pas en numérique. Ok. Voilà, pour des raisons... en même temps, c'est bien, moi ça m'allait bien, et en même temps, pour des raisons contractuelles, ouais, ok. ça simplifiait le truc. D'accord. Donc pas d'autre support que le vinyle, donc on en a fait 2 volumes. Motor City, voilà, on a fait les 2 volumes en 2018, je crois. D'accord. Et puis finalement, ça s'est arrêté là, à mon grand regret, mais ça a été un plaisir et ça m'a surtout permis après d'être associé à une exposition pour les 60 ans de Motown. D'accord. En France ? En France, à Arles, en 2019, dans le cadre des rencontres photographiques de Arles. Ok. J'ai été co-commissaire. On était 2 commissaires, en fait. D'accord. Co-commissaire sur l'exposition Dancing in the Street. Donc, qui était expo photo consacrée à Motown à travers les 60 ans. Et donc ça m'a permis d'aller, dans le cadre de la préparation de cette expo, d'aller visiter les archives EMI en Angleterre. Ouais. C'était tu cool. devais être content. C'était cool. Ouais. Non, c'était cool. Et donc de toute la préparation de l'expo, la préparation a duré plus de 7 mois, parce qu'il fallait aller sourcer des trucs. J'imagine, voilà. c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'était voilà. Et toute l'installation et le lancement de l'expo, j'étais pendant 15 jours à Arles, entre fin juin et début juillet pour l'ouverture. Alors l'ouverture des rencontres photographiques de Arles, c'est un truc... Ouais, c'est ouf. Okay. La ville est vide. Et puis d'un coup, tu peux plus foutre un pied nulle part. Et au bout d'une semaine, ça se revide. C'est dingue. La semaine d'ouverture, les rencontres photographiques d'Arles, ça dure de début juillet à fin août, un truc comme ça. Début septembre. D'accord, ok. Donc les visiteurs sont étalés. Mais la première semaine... Ouais, j'imagine, c'est blindé. Ok. Ça arrive de partout. Enfin, c'est un peu comme Cannes. Oui. C'est le Cannes de la photo, quoi. Ça arrive de partout. Okay. T'as des événements à côté. Et la ville, tu peux pas t'asseoir quelque part, manger. Ouais. Tous les restos sont pleins. Et d'un coup, ça se revide. Voilà. Et moi, j'ai fait l'accrochage, l'ouverture. Puis je suis parti un peu après la première semaine, quoi. Ok. Et donc voilà, en tout cas, cette compilation Motor City m'a amené... T'as beaucoup apporté, quoi. Ouais, m'a amené à ça et c'était une très très belle expérience. Et c'est super. Je conseille à tout le monde d'aller fouiner parce que c'est un beau projet, vraiment. Est-ce que, donc avant d'aborder la fin de l'interview, est-ce que tu aurais un mot de la fin, Madj, quelque chose que tu n'aurais pas pu aborder ou un petit mot que tu aimerais dire, voilà, avant que je clôture l'émission j'aimerais raconter un peu ce que je fais aussi aujourd'hui, depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Je fais de la sélection, enfin je fais le DJ, mais c'est ça. Pas au sens où on l'entend hip-hopment parlant. Tu fais pas du scratch, tu passes les morceaux, voilà, tu les enchaînes. En essayant de les enchaîner proprement et dans le temps, mais... Tout à fait. Mais et ça c'est pareil, ça a été un truc qui s'est fait de manière un peu... complètement... C'est le hasard de la vie aussi. Ouais, grâce à Rossé, en fait. Ok, Rossé, Rossé, le rappeur, qui s'occupait de... Rossé Big Up, et qui s'occupait de la direction artistique du Mama Shelter. Ok. Et on s'était rencontrés dans un festival à Toulouse, Origine Contrôlée.
Lui, il venait faire un show et moi j'étais dans une table ronde, je crois. D'accord. Et ouais, c'est ça. Et en prenant le petit déjeuner le lendemain matin ensemble, il me raconte ce qu'il fait, et on parle de musique, on parle de disques, et il me demande il me dit, ça te brancherait pas de venir au Mama jouer des disques et tout. Ouais. Je fais ouais, mais bon, je l'ai jamais fait. J'étais un peu, tu vois. Un peu frileux, ouais, tu ouais, savais pas voilà. trop. Ok. Et il me dit non, mais t'inquiète, c'est cool. Tu fais comme si t'étais dans ton salon et tu fais découvrir des disques. Ok. Et c'est donc, cool. Et donc, t'y es allé. Voilà, je lui ai demandé quand même à voir un peu la vibe du lieu avant. Donc, je suis allé manger avec ma femme Ok. avant. Et puis, bah, ça m'a plu. Donc, je lui ai dit banco. Et j'ai joué donc des disques au Mama Shelter tous les mois pendant 1 an. D'accord. L'année DJ 2011, résident j'étais là-bas, résident quoi. et Ok. j'avais un set par mois. Et bah super. Ouais, et je ok. faisais ça avec Aurélien, que certains connaissent sûrement, qui était vendeur à une époque à Silly Melody. Donc, connais ouais, c'était un gros magasin de digger. D'accord, ok. Et Lourd. après, il a été... Bah là, je sais pas s'il est encore au Puce, mais il a été longtemps au Puce. D'une part au marché Dauphine, là où il y avait tous les disquaires. Après, il D'accord. est descendu chez le Yeti. Je Ok. sais pas si ça te parle. Non, non plus, non. Je suis, Ah, c'est le réseau Désolé. le réseau des vinylomaniaques des puces. Et donc, Aurélien faisait une partie de la soirée, moi je faisais l'autre partie. Ok. Vous alterniez. On alternait, voilà. Et c'était une époque où au Mama, on pouvait jouer. Tu vois, moi je jouais même du punk et tout. Ouais, varié, quoi. Ouais, ok. ouais. Et après, quand l'Accord Hotel, le groupe Accord est rentré Oui. dans l'histoire, c'est rentré dans un format plus. Dans lequel nous, on rentrait plus, clairement. Donc c'est pour ça que j'ai dû rejouer 2 ou 3 fois après, entre 2012 et 2000. Mais ça te plaisait moins, quoi. Non, moi, je peux jouer partout, c'est pas le souci. C'est surtout que les personnes en charge de la programmation me bookaient plus, quoi. Enfin, ah, ok, d'accord. voilà, Ouais, c'est plus ça, c'est que ça vois ce que rentrait tu veux moins. Et bon, on a quand même réessayé, je te dis, entre 2012 et 2015, j'ai dû jouer 3 fois. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais encore régulièrement. Ah ouais, je joue régulièrement un peu partout. Enfin là, bon, on a traversé. Oui, j'imagine. Avec on a le Covid et tout. Ouais, une période très compliquée. C'est clair. Mais oui, je joue un peu partout. Et puis pour boucler la boucle, là, maintenant, depuis récemment, je suis au 211. Ouais. Qui est un lieu qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, dont Solo est en charge de la direction artistique. Solo d'assassin, voilà. tout à fait. Donc, ok. Voilà, et voilà. Écoute, il y a des projets en cours, alors ouais, ok, ouais, bon bah c'est nickel. Et on donc reste à l'affût. je fais beaucoup ça, et puis je réponds favorablement dans la mesure du possible et de l'intérêt que peuvent me procurer ce qu'on me propose quand il faut participer Bien sûr. à des tables rondes qui tendraient à promotionner la culture. Et puis pendant quelques années aussi, j'ai animé avec Victor Kouka, ex-rappeur du groupe Kalash, un projet qui s'appelait Bring the Beat Back, Ok. qui était une conférence musique et images qui était sous-titrée Voyage aux sources de la hip-hop musique. D'accord. Et qui proposait de replacer la hip-hop musique dans l'intégralité plus globale du folklore américain. Ok, d'accord. Voilà, en passant par tous les courants, en partant du blues. Oui. Et les racines du hip-hop. Voilà, Quoi. et en égrenant toutes les influences qu'ont pu apporter les différents courants musicaux qu'ont composé la black music depuis le gospel, la soul, Tout à fait. et même la musique de Jamaïque, Ouais. le funk, voilà, et le rock, et tout ça, toute l'influence
que ces mouvances musicales ont eu dans la conception de la hip-hop musique. Ok, bah Madj, franchement, c'est riche. Voilà, tu fais plein de trucs à droite, à gauche, c'est mortel, c'est nickel. Bah, on te souhaite que ça continue. J'espère qu'il n'y aura plus de Covid pour stopper tout ça. Voilà, on va essayer parce que c'est vrai qu'en termes de vie sociale, les 2 ans là qu'on vient de vivre, on fait très très mal. Hein. C'est très très dur, ouais. C'est clair. Et bah écoute, avant de clôturer totalement Madj, j'ai la petite question de fin à te poser. Donc je sais que c'est une question compliquée. Voilà, il ne s'agit pas de résumer tes goûts musicaux à 2 albums ou quoi. Il ne s'agit pas de réduire. Mais s'il y avait 2 disques vraiment que tu aurais à citer, bon, tu peux déborder, hein, tu peux en citer 3 ou 4 si tu as envie, mais 2 disques vraiment qui te représentent, qui ont vraiment marqué ta vie et dont tu ne te lasseras jamais de les écouter. 2 disques que tu peux être sûr d'écouter en boucle n'importe où quand tu... Il y en a, écoute, il pourrait y en avoir des milliers. Bien sûr. Des disques dont je me lasse pas. C'est compliqué. Et qui m'ont influencé, il y en a au moins des centaines. Allez, je vais en citer 3. Allez. Je vais en citer 3. Je dirais 2 des tout premiers disques que j'ai eu dans ma vie. Ok. Sgt Pepper des Beatles. Ouais, terrible. Ouais, que j'ai découvert à l'âge de, je sais pas, 13 ans. Ok. Et quand je l'écoute, aujourd'hui, il se passe des choses... Je vois ce que tu veux dire. Voilà, okay. Et en même temps, c'est un disque qui est excellent. C'est un monument. Ah bah clairement, hein, franchement. C'est... Et donc ça veut dire que même l'écoute que je peux en avoir aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est différent. C'est pas non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil que si, en tant qu'adulte, tu remets l'oreille sur une merde que t'écoutais en étant môme. C'est ça. Là, je remets l'oreille sur un grand disque que tu peux encore écouter à l'âge que j'ai. Tout à fait. Et redécouvrir des choses. C'est et ça. Voilà. Et donc, comme à l'époque, j'avais 3-4 disques, inutile de te dire que je les saignais. Donc, quand j'écoute Sgt Pepper des Beatles, j'ai toujours un truc affectif particulier. D'accord. Mais c'est pas forcément le disque des Beatles que je préfère. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, celui-là, il a une valeur particulière. Grande importance pour toi. À la même époque, j'avais eu le Memorial album de Jane Vincent, donc, qui était une compilation, un Greatest Hits, double album de Jane Vincent. Okay. Et comme je disais tout à l'heure, Jane Vincent avait en France une aura très particulière, et son parcours d'espèce de premier loser, un peu de héros flamboyant, qui se perd dans l'autodestruction, qui va être un modèle rock'n'rollien. Tout à fait, avec tout en cuir, voilà, c'est ça. Et le truc de s'autodétruire comme ça, bon... et en Europe, il va avoir une influence très très particulière dans l'histoire du rock. Et c'est pareil, donc Jane Vincent, il y a ce côté émotionnel où il est capable d'être dans la plus grande des sauvageries sur certains titres de son répertoire, comme il est dans des trucs un peu... dans des ballades très deep, et il a un registre vocal qui est assez ouf. Il est capable de monter dans les aigus, d'être sur des trucs... voilà, c'est un artiste qui avait... qui t'a marqué beaucoup aussi. Ouais. Donc ça serait le Memorial Album de Jane Vincent, ça serait le deuxième. Okay. Et le troisième, je mettrais le premier Beastie, là. Ouais, avec l'avion. Ouais. Parce que celui-là, quand il arrive, c'est juste surréaliste. Les beats sont juste dingues. Ouais. Eux, ils ont le truc que pont, parce qu'ils viennent de là, ils viennent de la scène hardcore, punk hardcore new-yorkais. Ouais. Ils ont le truc un peu que pont de... Même si ça se faisait dans le rap, parce que même les rappeurs black à l'époque, ils hurlaient quand ils
Parce que même déjà les Fat Boys, ça hurle en fait. Ah oui, les Fat Boys, oui. Ouais, mais il y avait ce truc même Run de DMC, rap, ouais, il y a ce truc de rap hurlé, violent. C'est ça. Et en même temps, comme ils sont avec Rick Rubin, qu'à ce background très rock, très hardcore. Voilà, mais je te donnerai ces trois-là. Ok, mais c'est très j'aurais bien. pu t'en donner bien plus. Mais bien sûr, on va de manière subjective, on va s'arrêter à ces trois-là. Bah, qui sont toujours dans ma discothèque d'ailleurs. Ok, bah tu vois, c'est important ça aussi. Bah écoute, Madj, franchement, je te remercie 1000 fois. C'était un honneur de te recevoir, hein, vraiment. Comme je te l'ai dit, t'es quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années. Je me posais pas mal de questions, tu vois, sur ta carrière avec Assassin, ce que tu faisais en dehors. Donc là, vraiment, t'as bien répondu à tout. C'était magnifique, quoi. Et je te remercie 1000 fois, Madj. Écoute, on te souhaite ce qu'il y a de meilleur et puis on te retrouve très bientôt. Voilà, j'espère. Et puis merci à vous et continuez à diffuser et à rassembler cette mémoire parce que c'est aussi comme ça qu'on construit et qu'on contribue à construire une histoire. C'est en la matérialisant ou par des entretiens ou par des livres ou par des documentaires. Et que rassembler des fois des éléments qui sont dispersés, ou que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et complètement. J'ai toujours considéré que ça contribuait à justement, de bonne manière, à construire aussi un patrimoine. Okay. Donc, rien que pour ça, bravo. Bah, merci, Madj, ça va droit au cœur. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. Merci à Osmose, merci à Fred Tout Fresh. The Doghouse est dans la place. On se retrouve très bientôt. Merci, Madj. Merci. Très bientôt pour une prochaine de The Doghouse.